Le procès du putsch manqué de septembre 2015 tire vers sa fin et les avocats du principal mis en cause continuent de dénoncer des irrégularités. Au lendemain de la fin de sa plaidoirie, la défense du général Gilbert Diendéré a animé un point de presse ce matin. Aux journalistes, elle dit craindre que le droit ne soit pas dit dans toute sa plénitude à l'issue du procès. À la une également ce soir, l'affaire des produits avariés saisis dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou par la police municipale. L'affaire a éclaté après que dans la nuit du 6 août dernier, un camion de la société de restauration aérienne Servère a tenté de déverser de la marchandise au quartier Nagrin de la capitale. Où en est-on avec les investigations? Élément de réponse tout à l'heure. C'est parti pour l'opération 1000 poches de sang pour sauver des vies. 3 jours pour collecter le maximum de sang. C'est le district 403 à 3 du Lions Club qui répond au cri d'alarme du Centre national de transfusion sanguine. Bonsoir, soyez les bienvenus mesdames, messieurs. Le droit sera-t-il dit à l'issue du procès du coup d'État manqué de septembre 2015? Ce sont les avocats du général Gilbert Diendéré qui s'interrogent. Au lendemain de la fin de leur plaidoirie, ils étaient face à la presse ce matin pour faire le point sur la procédure qui serait entachée d'irrégularité. Roméo Quetta. Une mise au point d'entrée de jeu. Maître Jean Degli veut clarifier ce qu'il considère comme une offense à sa personne. L'avocat togolais ne défend pas le général Gilbert Diendéré juste pour justifier des honoraires. La voix que vous entendez n'est pas la voix qui justifie des honoraires. Alors mon frère, il n'y a pas d'honoraires derrière ma défense pour le général Diendéré. Dites-le au monde entier. Et si quelqu'un dit le contraire, qu'il vous le prouve. Il n'y a pas de facture d'honoraires devant le travail que je fais pour le général Diendéré. Alors, sa constitution aux côtés du général est selon lui un sacerdoce. Un engagement personnel pour un grand homme qu'on veut juger à travers le régime de Blaise Compaoré et non pour les actes qu'il a posés, pense l'avocat. C'est pourquoi l'auxiliaire de justice ne veut pas passer sous silence les irrégularités qui auraient entaché le dossier du putsch. Cette justice que le lieutenant-colonel Yacouba Zida, Premier ministre de son État, a mise en place, et donc qui nécessairement est une justice instrumentalisée. Vous avez entendu les preuves, certaines des preuves, il a fait mettre des gens sous écoute, et puis on a apporté. Ça n'existe pas. Ce n'est que la justice qui peut faire mettre des gens sous écoute et puis l'utiliser après. Yacouba Zida a fait mettre des gens sous écoute et puis on a produit ça. On a dit tout ça vient d'où? Personne n'arrive à l'expliquer. Ils auront passé 4 jours à plaider l'acquittement pour infraction non constituée pour celui qui est considéré comme le cerveau du coup d'État. La décision est désormais entre les mains du tribunal, mais maître Jean Degli craint que son client n'ait été déjà condamné avant d'être jugé. À plusieurs reprises, le parquet a dit que la conviction des juges était déjà faite. Comment le parquet sait que la conviction des juges est déjà faite? Le parquet a dit à plusieurs reprises que la messe était déjà dite. Comment le parquet sait? Et ce même parquet est déjà passé devant les juridictions que certains des juges ont eu à présider. Alors quand le parquet lui dit, nécessairement ça m'inquiète moi en tant qu'avocat. Inquiet certes, mais il veut tout de même faire confiance au juge Seydou Ouedraogo et ses collaborateurs. L'avenir du pays serait suspendu à leur verdict, pense-t-il. En Afrique du Sud, les Blancs qui ont malmené les Africains pendant des années, lorsque le moment est venu de les punir, vous pensez que Nelson Mandela n'aurait pas pu opter pour la nécessité de les punir et de les punir à tous les coups? Mais son pays n'aura jamais la paix et la réconciliation. Il a sacrifié la justice-punition pour la paix. Mais il a accepté la justice-réparation. Vous avez compris? Il y a la justice-réparation et la justice-punition. Vous devez faire l'équilibre entre la justice et la paix pour savoir ce que vous obtenez. Pour l'avocat, il ne s'agirait pas de sacrifier la justice sur l'autel d'une quelconque réconciliation, mais pour éviter au pays un perpétuel cycle de vengeance.
Un autre questionnement ce soir, comment les produits de Servère se sont-ils retrouvés au quartier Nagrin de Ouagadougou et est-ce vraiment des produits impropres à la consommation? Depuis 3 jours, l'information fait l'actualité sur les réseaux sociaux et dans les médias. La société de restauration aérienne Servère aurait tenté de déverser de la marchandise avariée dans ce quartier de l'arrondissement 7 dans la nuit du 6 août dernier. Informée, la police municipale a saisi la cargaison et ouvert une enquête. Kwame Hervé Dapa. De ce camion frigorifique de l'entreprise de restauration aérienne Servère, ses agents municipaux déchargent la cargaison en question. De la viande, du poisson et d'autres produits alimentaires de nature diverse. Toute la marchandise serait avariée. Pourtant, sur l'étiquette de l'emballage de ce filet de saumon fumé, on peut lire la date de péremption à consommer avant le 19 février 2020. Sur ces produits aussi, il est marqué « bon » avant le 12 novembre 2019. Ces informations suffiraient-elles pour dire que ces aliments sont propres à la consommation? À un agent de la direction de la protection de la santé de la population venu faire les constatations, nous posons la question sur les critères pour déterminer une marchandise avariée. Il y a les conditions de transport, il y a les conditions de traitement, la conservation, vous avez dit. Tous ces facteurs peuvent influencer sur la détérioration de la qualité des denrées alimentaires. Donc, il n'y a pas que la date seulement, ou en tout cas, les citoyens lambda se réfèrent uniquement à la date. La date peut ne pas être atteinte, mais des conditions de conservation, de stockage peuvent créer en tout cas des situations favorables à la détérioration de la qualité. Et par là, on peut en tout cas déclasser l'aliment comme étant un aliment avarié. Pour l'instant, rien n'est encore prouvé. L'enquête suit son cours. Dans le camion, côté équipage, un pneu. Et derrière le siège du chauffeur, un bidon qui contiendrait du liquide inflammable. Selon certaines informations, ce matériel était destiné à détruire le chargement incriminé. Et c'est ici, dans ce secteur de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, que le camion s'est retrouvé dans la nuit du mardi 6 août. Un habitant nous raconte ce qu'il a vu et entendu ce jour-là. J'étais autour de vers 21h30, je reviens de la prière. Je suis venu trouver des gens qui étaient encerclés. Il y avait un chose, un camion qui était arrêté avec beaucoup de personnes. Mais d'autres disent que c'était un camion de fraude, que la viande était pourrie. Donc on est venu pour jeter la viande. La marchandise à l'intérieur du camion de Servère était-elle vraiment avariée? Dans quelles circonstances s'est-elle retrouvée à l'arrondissement 7 de Ouagadougou? Est-ce que les habitants ont pu s'en procurer? Autant de questions auxquelles l'enquête devra répondre. Le Burkina Faso et la CEDEAO plus que jamais engagés dans la prévention des risques sécuritaires. La première session du comité d'orientation et de suivi du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires tenu ce 8 août à Ouagadougou devra proposer des actions efficaces dans la lutte contre le terrorisme et les différents trafics qui sévissent dans la sous-région. John William Somda. Après 18 mois d'existence, puisque créé le 8 février 2018, le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires du Burkina Faso dresse le bilan de ses actions. En un an et demi de fonctionnement, l'instance ne s'est jamais réunie, d'où le sens à accorder à la première session de son comité d'orientation et de suivi. Tenue ce 8 août en présence d'une délégation de la CEDEAO, cette session a été l'occasion pour le Premier ministre Christophe Dabiré de revenir sur le bien fondé de la création des mécanismes d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires dans la sous-région. La création de centres nationaux d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires dans notre espace communautaire est une initiative de nos chefs d'État prise le 14 juillet 2014. Ce dispositif de prévention, qui porte notamment sur la sécurité humaine, vise à mettre à notre disposition des rapports sur les tendances et les incidents relatifs à la paix et à la sécurité humaine, afin d'assurer la prévisibilité des conflits et de faciliter les actions visant à retourner, aplanir ou désamorcer les situations aiguës de conflit, d'instabilité, de troubles ou de catastrophes.
Instauré par le biais de la CEDEAO, le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires est dans la continuité des actions entreprises par l'essence sous-régionale en matière de sécurité. Il faut dire que ce mécanisme vient compléter et améliorer les précédentes décisions en matière de prévention et de gestion des risques sécuritaires. La CEDEAO a toujours eu un système d'alerte au niveau régional. Le premier système était un système qui était entièrement géré par la CEDEAO. Après analyse de l'activité de cette première architecture, il a été décidé de moderniser et désormais de faire approprier par les États membres eux-mêmes. La plus-value, c'est que nous espérons que les menaces qui pèsent sur nos États et sur notre région pourront être appréhendées suffisamment tôt pour que nous finissions par obtenir une région de paix plus favorable au développement. Instauré au Burkina Faso par décret pour le 1er juillet 2016, le mécanisme national d'alerte et de réponse aux risques sécuritaires a pour mission essentielle l'information du gouvernement sur le trafic de drogue, d'armes et de munitions, en plus de celles liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Les autres missions assignées au mécanisme sont celles portant sur le recueil d'informations et de données sur des menaces à la bonne gouvernance, à la sécurité et à la paix, et enfin sur l'alerte et des menaces potentielles. Déjà handicapé car doté de l'un des budgets les plus faibles de l'État, le secteur de la culture et du tourisme se trouve être l'un des secteurs qui subissent de plein fouet les conséquences de la situation sécuritaire du pays. En vue de redonner un nouveau souffle au secteur et de galvaniser ses acteurs, le ministre Abdoul Karim Sango a initié une rencontre d'échange ce matin. Rémi Lambert-Nébier. Artistes, musiciens, comédiens, hôteliers et acteurs du tourisme, c'est toute l'émanation de l'expression culturelle du Burkina Faso qui s'est réunie ce 8 août avec le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Une première entre Abdoul Karim Sango et les acteurs de son département. C'est pourquoi il qualifie ce conciliabule de capital pour aplanir certaines difficultés qui plombent l'essor de la culture et du tourisme burkinabé. Il est clair que dans une gouvernance ouverte, dans une gouvernance partagée, il est illusoire de croire que le gouvernement peut s'asseoir lui seul de son côté pour apporter des réponses aux problèmes en ignorant les acteurs du terrain de ce secteur. Donc le but ici, c'est véritablement d'impliquer davantage les acteurs dans la conduite des politiques publiques en matière culturelle et en matière touristique. Nous avons donc voulu avoir un cas d'échange avec les acteurs majeurs de ce secteur en vue de partager ensemble quelles sont leurs véritables préoccupations, mais leur indiquer aussi quelles sont les contraintes du moment pour le gouvernement. Et ensemble, que nous dégagions les mécanismes possibles pour permettre à ces deux secteurs, comme je l'ai indiqué, qui sont des leviers de croissance, de se maintenir. Trouver des solutions pour se maintenir, c'est exactement les attentes du moment de certains acteurs de la culture et du tourisme qui disent traverser des difficultés. La période est un peu difficile pour les deux secteurs, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau du tourisme. Nous pouvons dire que c'est nos secteurs qui sont les plus touchés. Et vu l'insécurité, vu la fréquentation de notre pays, il y a réellement des problèmes. Et nous sommes en baisse par rapport aux années 2010. Même s'il y a un petit rebond, il y a toujours des difficultés. Nous pensons qu'au sortir de ces échanges, nous trouverions des solutions à certains de nos problèmes. En plus des questions préoccupantes, le ministre Abdoul Karim Sango pense qu'il est temps que le Burkina Faso tire réellement profit des potentialités de son secteur culturel et touristique. Il invite à s'inspirer des pays comme la Côte d'Ivoire qui a mobilisé 1000 milliards de francs CFA de recettes provenant du tourisme en 2018, alors que le Burkina Faso au cours de la même année était loin d'engranger le 10e de ses recettes. Ce type de rencontre qu'il espère institutionnaliser servira de cadre pour définir les perspectives d'un secteur culturel et touristique burkinabé à forte rentabilité.
Définir un accompagnement personnalisé des détenus dans le cadre du projet Se former et entreprendre. Voilà qui a réuni en début de semaine les travailleurs sociaux des différentes maisons d'arrêt et de correction du Burkina et les acteurs clés de la politique de réinsertion des prisonniers. 250 détenus bénéficient du projet de l'ONG SOS Pénitencier. Alfred Thuy. Se former et entreprendre un projet de SOS pénitentiaire qui vise la réinsertion de 250 jeunes détenus des maisons d'arrêt et de correction de la boucle du Mouhoun, du Nord et du Sahel. Le projet concerne plusieurs acteurs du monde carcéral. Ce 6 août, une rencontre d'échange avec les travailleurs sociaux a eu lieu à Ouagadougou. Qui dit travail social dit acteur de la réinsertion sociale. Et ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui, c'est les actions de réinsertion. Les actions de réinsertion, à savoir la formation des détenus, l'identification à leur niveau, les possibilités afin de pouvoir les accompagner afin qu'ils puissent diriger des micro-entreprises. Il s'agit concrètement pour les travailleurs sociaux d'assurer un accompagnement personnalisé des détenus et d'identifier pour eux des sites de fixation en communauté. Les attentes qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est en fait comment nous, à partir de la seconde phase, c'est-à-dire la phase de formation d'entrepreneuriat, le micro-entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut, disons, ces services sociaux-là puissent s'investir afin que nous puissions atteindre le résultat. On prépare à cette rencontre le directeur général de l'administration pénitentiaire, des responsables du ministère de la Justice et des experts pénitentiaires du Burkina et de la France. C'est la période où la demande de sang atteint son pic au Burkina Faso. Pourtant, le Centre national de transfusion sanguine est en état d'alerte depuis plus d'un mois. Le CNTS ne collecte plus les 100 poches par jour à cause du mouvement d'humeur des agents de santé. Le Lions Club a entendu la sonnette d'alarme. Il compte mobiliser à partir de ce 8 août 1000 poches de sang pour soutenir le centre. Luc Pagbelgem. Si le Lions Club a pris d'assaut les locaux du Centre national de transfusion sanguine à Tengango, c'est pour une noble cause. Lancée ce matin, l'opération Sauvons des vies avec la collecte de 1000 poches de sang a pour objectif de soulager les populations en cette période cruciale de l'année. Vous savez, le sang, c'est la vie déjà. Et personne n'ignore qu'actuellement, il y a une pénurie de sang, surtout en cette période hivernale où il y a une recrudescence du paludisme. Donc, il fallait que spontanément on invite les gens à venir donner leur sang pour que éventuellement le Centre national de transfusion sanguine puisse en disposer pour les malades. Le constat fait par les autorités sanitaires du pays et surtout le Centre national de transfusion sanguine est que la mobilisation des populations autour de la collecte de sang est en deçà des attentes. Nous l'apprécions à sa juste valeur parce que vous savez très bien qu'en ce moment, le CNTS traverse pas mal de difficultés. D'abord, en rapport avec la saison pluvieuse, où les élèves et les étudiants, en tout cas les jeunes qui sont les premiers donneurs, ne sont plus là. Et deuxièmement, vous savez aussi qu'il y a un mouvement d'humeur au niveau du ministère de la Santé qui nous interdit d'aller vers les populations pour donner le sang. Le district 403A de Ouagadougou a lancé cette vaste chaîne de solidarité afin de collecter plus de sang et dans son initiative, il est soutenu par le ministère des Sports et des Loisirs, invité d'honneur. Ils sont nombreux ces malades qui ont besoin de sang pour vivre. Et comme je l'ai dit, chacun de nous est un potentiel demandeur. Mais sachez surtout une chose, en Kassena, dans ma langue, on dit que quand tu ne sais pas donner, il faut savoir rembourser. Le sang, nous ne l'avons pas acheté nous, c'est Dieu qui nous a donné le sang. Et Dieu a toujours dit que face à nous, l'autre là, c'est Dieu. S'il a besoin également de nous, nous devons pouvoir lui apporter le nécessaire. C'est pour cela que je voudrais une fois encore féliciter le Lions Club qui a accepté, en tout cas, piloter cette opération. La santé est un domaine d'activité des Lions, en témoignent les nombreuses actions de solidarité et caritatives au profit des populations. Les différents districts et clubs présents à cette cérémonie ont profité de lancer un appel aux Burkinabés afin que tous aient un élan de solidarité et de générosité des cœurs pour sauver plus de vies.
Hors de chez nous, toujours en proie à l'insécurité, le territoire de Béni, en République démocratique du Congo, se révolte. Les populations s'en prennent à la mission des Nations Unies qu'elles menacent d'expulser parce qu'ayant failli à sa mission de protection des civils. La colère contre la MONUSCO ne tombe pas à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de Congolais ont protesté contre l'inaction de la mission des Nations Unies dans le pays. Ils accusent l'instance onusienne d'être incapable de les protéger contre les massacres récurrents auxquels ils font face au quotidien. Les manifestants exigent le départ de la mission des Nations Unies. Nous sommes ici pour rencontrer le représentant de la communauté internationale ici à Béni. Nous avons reçu une lettre concernant des recommandations qu'il doit respecter et faire le travail qu'il fait en République démocratique du Congo. Et s'il est incapable de faire son travail, nous demandons bientôt à la MONUSCO de simplement quitter le Congo. Nous resterons seuls ici. De son côté, la MONUSCO a reconnu sa responsabilité. Nous sommes très conscients que votre zone au nord de le territoire de Béni est en risque. Nous sommes en train de mobiliser tous nos efforts pour protéger les civils au nord du territoire de Béni, mais aussi à l'est, dans la zone de Kamango, mais aussi dans la zone de Luangoma. Nous sommes très conscients qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus pour protéger les civils, pour mobiliser tous les efforts avec nos partenaires nationaux pour protéger et sauver les vies. La MONUSCO a promis de remplir sa mission pour la protection de la population. La Supercoupe de la JSB présentée au ministre de l'Énergie, c'était mardi dernier, 2 jours après le sacre de l'AS Sonabel à Bobo-Dioulasso. Archimède Boy, Alfred Thuy. La Supercoupe de la JSB édition 2019 dans les mains du ministre en charge de l'Énergie. Les dirigeants de la section football de l'AS Sonabel présentent officiellement le trophée à Bachi Ismaël Ouedraogo. Vous nous offrez ce trophée-là en guise vraiment de dire travail bien accompli pour tout le monde. Et ça, on est très fiers pour ce que vous êtes. Le ministre salue le mérite du staff technique pour ce pari réussi malgré les nombreuses difficultés. Merci du fond du cœur pour les efforts que vous avez eu à faire. Vous vous êtes sacrifiés. On sait que ce n'est pas facile. Nous connaissons les conditions dans lesquelles vous avez travaillé. Je voudrais dire merci à l'entraîneur, Morino, le Special One, pour le travail qu'il a eu à faire. Il faut l'applaudir. Que ce soit le manager, que ce soit l'équipe dirigeante, vous avez été aux côtés donc, de ces jeunes-là, vous les avez encadrés, vous les avez donné les rudiments nécessaires, mais vous les avez aussi donné la discipline nécessaire pour pouvoir y arriver. Des résolutions sont donc prises. Nous avons pris donc la ferme résolution d'aller vers tous ces gens-là qui nous accompagnent dans le secteur pour dire chacun n'a qu'à mettre la main dans la poche pour pouvoir vous accompagner. Donc, je suis sûr que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, ce n'est pas seulement une coupe, mais c'est des coupes que vous allez vous avoir. De quoi réjouit le premier responsable de la Société nationale burkinabé d'électricité. Voir que l'AS sera soutenue encore plus par le ministère qui le faisait déjà est un sentiment de joie pour moi. Et il faut dire que l'AS est la vitrine de ce que la Sonabel veut pour le sport sur le plan national. Pour la saison prochaine, le capitaine de l'équipe est dopé et vise le podium. Donc on va continuer à travailler pour que cette année encore on puisse les offrir une coupe. Est-ce que ça ne vous met pas un peu la pression aussi pour la saison qui commence? Non, ça ne nous met pas la pression. On peut dire que nous on a pris ça comme un match de préparation qu'on devrait entamer et corriger et rentrer dans le championnat. Et c'est quoi les objectifs du championnat cette année? Jouer le podium. En remportant cette coupe, l'entraîneur Mousso Ouedraogo Di Morino tient son premier trophée avec l'équipe de l'AS Sonabel. Vous vous sentirez plus libre et plus heureux quand vous ne chercherez plus à contrôler ni les situations ni vos relations. Acceptez, donnez, recevez et laissez aller. Merci de votre fidélité à BF1. À demain.